À 22 ans, elle gardait son innocence comme un secret, jusqu'à ce que son cœur la pousse à séduire le meilleur ami de son père, un millionnaire veuf marqué par la solitude. Si vous aimez les histoires d'amour, les romances, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre commentaire. Tous les jours, nous postons des vidéos comme celle-ci. Continuons. Le silence de la maison résonnait comme une lamentation constante. François Leblanc parcourait les couloirs de marbre et de verre, observant chaque détail de l'architecture qui, autrefois, l'avait rempli de fierté. Maintenant, les lignes droites et minimalistes de la résidence à Neuilly-sur-Seine semblaient trop froides, trop vides. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Élise était partie, emportée par un cancer silencieux qui avait dévasté non seulement son corps, mais aussi l'âme de l'homme qui l'avait aimé pendant 15 ans. À 43 ans, François était au sommet de sa carrière. Son cabinet d'architecture dans le Marais était une référence nationale pour les projets résidentiels de luxe. Les magazines spécialisés se disputaient des interviews avec le jeune maître des formes contemporaines, comme on l'appelait. Mais rien de tout cela n'importait plus. Le travail qui autrefois le passionnait n'était maintenant qu'une séquence mécanique de réunions d'approbation et de livraison. Ses associés remarquaient la différence. Les clients percevaient la froideur, mais personne n'osait questionner le deuil de l'homme qui avait transformé des horizons entiers à Paris. C'était un jeudi pluvieux de mars, lorsque Marc Dubois apparut dans son bureau sans prévenir. Grand bronzé par le soleil de Megève, où il maintenait sa maison de campagne, Marc était plus qu'un ami. C'était le frère que la vie lui avait donné. Ils s'étaient rencontrés à l'université, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, 2 jeunes rêveurs qui croyaient pouvoir révolutionner l'architecture française. Tandis que François suivait le chemin des grands projets urbains, Marc choisit une vie plus tranquille, gérant le patrimoine familial et se consacrant aux causes environnementales. « Tu dois sortir de cette maison », dit Marc sans détour, s'asseyant dans le fauteuil en cuir devant le bureau de François. « Tu dois respirer, mon vieux. Élise n'aurait pas voulu te voir comme ça. » François leva les yeux des dessins qu'il feignait d'étudier. Le visage de Marc montrait une préoccupation sincère, cette franchise brutale que seuls des amis de décennies peuvent avoir. « Je vais bien, » répondit François, mentant à tous les deux. « Non, ce n'est pas vrai, et tout le monde le sait. Tes employés marchent sur des œufs. Tes clients se plaignent que tu es devenu un robot, et moi, je vois mon meilleur ami disparaître. » Marc se pencha en avant. « Viens avec moi au lac. Quelques semaines. Sans délai, sans pression. Juste pour te rappeler qu'il existe encore un monde là-bas. » La maison au bord du lac de Marc se trouvait sur une propriété de 15 hectares à Megève, un refuge que la famille Dubois maintenait depuis 3 générations. François connaissait bien cet endroit. Il y avait passé de nombreux week-ends à l'époque de l'université, puis avec Élise dans les premières années de leur mariage et occasionnellement lors des réunions familiales de Marc. C'était un lieu où le temps semblait s'écouler différemment, où les urgences de Paris perdirent leur sens. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » murmura François, mais sa résistance montrait déjà des signes de faiblesse. « Claire sera là, » dit Marc avec désinvolture. « Elle est revenue d'Europe récemment. Elle a terminé son master en architecture durable à Amsterdam et planifie des projets intéressants. Vous pourriez discuter de travail. » Claire, la fille de Marc. François se souvenait d'elle comme d'une adolescente timide, toujours avec un bloc de dessin dans les mains, assise à l'ombre des énormes arbres qui entouraient le lac. Elle avait quoi, 16 ans la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Cela faisait au moins 7 ans. D'accord, céda finalement François, quelques semaines. Le voyage jusqu'à Megève fut silencieux. François conduisait son Audi sur les virages de l'autoroute A6, observant le paysage changer progressivement du gris urbain au vert des montagnes. Marc somnolait sur le siège passager, satisfait d'avoir réussi à sortir son ami de sa prison volontaire. La propriété des Dubois se révéla peu à peu après une route de terre qui serpentait entre des pins centenaires. La maison principale, construite en bois et en pierre, dans le style colonial français contemporain, s'étendait vers le lac comme des bras ouverts vers la nature. François avait toujours admiré cette construction. Ce n'était pas son architecture qui impressionnait, mais l'harmonie parfaite avec l'environnement alentour. « Nous sommes arrivés », annonça Marc lorsque François se gara près de la véranda principale. C'est alors qu'elle apparut. Claire descendait les marches en bois, portant un dossier et un ordinateur portable, cheveux châtains flottant au vent,
vêtue d'un jean délavé et d'un simple chemisier blanc. Mais il y avait quelque chose en elle qui fit François retenir son souffle un instant. Ce n'était plus la fille timide de ses souvenirs. À 24 ans, Claire Dubois était devenue une femme déterminée, au regard intelligent et avec un sourire qui irradiait d'énergie. « François !» s'exclama-t-elle, ouvrant les bras pour une étreinte chaleureuse. « Ça fait si longtemps. Papa m'a dit que tu viendrais passer quelques jours avec nous. » L'étreinte dura quelques secondes de plus que ne l'exigeait le protocole social, et François se surprit à remarquer son parfum subtil, une fragrance qui mêlait des fleurs et quelque chose de plus complexe, moderne. Quand ils s'éloignèrent, elle l'étudia attentivement. « Je suis désolée pour Élise, dit-elle avec sincérité. Elle était spéciale. » Les mots étaient simples, mais chargés d'une empathie qui toucha François de façon inattendue. La plupart des gens essayaient de le consoler avec des phrases toutes faites, des lieux communs sur le temps qui guérit tout. Claire reconnut simplement la douleur et passa à autre chose. « Merci, répondit-il, surpris par sa propre voix, légèrement rauque. Pendant le dîner, préparé par Madame Berger, la gouvernante qui s'occupait de la propriété depuis des décennies, François observa Claire parler de ses projets. Elle était revenue d'Europe avec la tête bouillonnante d'idées sur l'architecture durable et l'impact social. Elle voulait révolutionner la construction civile française, la rendre plus consciente, plus humaine. Le problème, c'est que l'architecture en France est encore très élitiste, disait-elle, gesticulant avec animation. Nous construisons des maisons impressionnantes pour une petite partie de la population, tandis que des millions vivent dans des conditions précaires. Nous devons démocratiser l'accès au design intelligent, à la durabilité. François se surprit à débattre avec elle, questionnant ses points, la provoquant intellectuellement. Cela faisait des mois qu'il ne s'était pas senti stimulé par une conversation sur l'architecture. Marc observait les deux avec un sourire discret, satisfait de voir son ami montrer à nouveau quelque intérêt pour la vie. « Tu devrais connaître mon cabinet », suggéra François quand la conversation s'approfondit. « Sur les techniques de construction écologique, nous développons quelques solutions intéressantes pour des projets de logements sociaux. » « Vraiment ?» Les yeux de Claire brillèrent. « J'adorerais. En fait, papa, tu ne m'avais pas dit que tu essayais de m'arranger un stage. » Marc faillit s'étouffer avec son vin. « Eh bien, je pensais à quelques possibilités. Et si c'était au cabinet de François ?» La question sortit spontanément des lèvres de Claire, mais elle rougit rapidement. « Je veux dire, s'il acceptait, bien sûr, je ne veux pas être importune. » François regarda Marc qui semblait partagé entre la fierté pour sa fille et l'inquiétude pour quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. C'était une idée intéressante. Claire était diplômée, intelligente, pleine d'énergie. Peut-être qu'un regard neuf était exactement ce dont le cabinet avait besoin. « Pourquoi pas ?» répondit-il. « Je peux te présenter à l'équipe quand nous reviendrons. » Les 2 semaines que François passa sur la propriété se transformèrent en un mois. Pour la première fois depuis la mort d'Élise, il se réveillait sans la sensation de poids dans la poitrine. Il marchait le matin autour du lac, parlait avec Claire d'architecture et de durabilité, aidait Marc avec de petits projets d'entretien de la propriété. La vie semblait retrouver un certain sens. Claire était une présence constante et perturbante à la fois, trop intelligente pour son âge, questionneuse, passionnée par ses convictions. Elle le défiait, le forçait à repenser des concepts qu'il avait considérés comme définitifs. Pendant les promenades autour du lac, elle parlait de ses expériences en Europe, des villes qui fonctionnaient de façon durable, des architectes qui changeaient les paradigmes. « Sais-tu ce qui m'a le plus impressionné à Amsterdam ?» dit-elle. Un après-midi ensoleillé, assise sur le petit pont en bois qui s'étendait sur le lac. Ce n'étaient pas les beaux bâtiments ou les solutions technologiques, c'était de voir comment l'architecture peut être démocratique, comment le design intelligent peut améliorer la vie de tout le monde, pas seulement des riches. François était assis à côté d'elle, observant les reflets du soleil sur l'eau. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans cette conversation, dans la passion avec laquelle elle parlait, dans la conviction qu'elle irradiait. « Tu parles comme s'il était possible de changer le monde, » dit-il, un sourire mélancolique sur le visage. « Et ce n'est pas le cas. » Elle se tourna pour le regarder directement. « N'as-tu pas déjà changé le monde ? Tes projets ont influencé l'architecture résidentielle française au cours des 10 dernières années.
Si ce n'est pas changer le monde, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait une intensité dans son regard qui le déconcerta. Pendant un moment, François se sentit vu différemment, non pas comme l'architecte accompli ou le veuf en deuil, mais comme quelqu'un qui avait encore le potentiel de transformer, de créer, d'avoir un impact. « Peut-être as-tu raison », répondit-il doucement. Quand ils retournèrent finalement à Paris, la dynamique entre eux avait changé. Il n'était plus simplement l'ami du père qu'elle admirait professionnellement, et elle n'était plus seulement la fille jeune et idéaliste de Marc. Il y avait une connexion intellectuelle qui se traduisait par des regards plus longs, par des conversations qui s'étendaient au-delà du nécessaire. Le cabinet de François occupait 3 étages d'un immeuble historique rénové dans le Marais. Le rez-de-chaussée abritait la réception et la salle de réunion. Le premier étage concentrait les tables à dessin et les ordinateurs de l'équipe, et le dernier étage était réservé au bureau de François et à la bibliothèque spécialisée. C'était un environnement créatif, avec des plantes éparpillées dans les coins, des œuvres d'art contemporain sur les murs et de grandes fenêtres qui permettaient l'entrée de la lumière naturelle. Claire s'adapta rapidement. Sa formation solide et son expérience européenne impressionnèrent l'équipe, et bientôt elle participait à des projets importants. François l'observait travailler, concentré, déterminé, proposant toujours des solutions innovantes. Il y avait quelque chose en elle qui l'incitait professionnellement, et il devait l'admettre personnellement aussi. Les réunions entre eux devinrent plus fréquentes. Officiellement, il l'orientait dans les projets. Officieusement, ils avaient développé un partenariat intellectuel stimulant. Elle remettait en question les méthodes traditionnelles. Il fournissait une expérience pratique. Elle proposait des solutions durables. Il montrait les limitations budgétaires. Ensemble, ils commencèrent à développer des concepts architecturaux qui unissaient beauté, fonctionnalité et responsabilité environnementale. « Regarde ça », dit Claire un après-midi, étalant des plans sur le bureau de François. « Et si on proposait un système de captage d'eau de pluie intégré à la façade? Ce serait beau et fonctionnel en même temps. » François étudia les dessins impressionné par sa créativité. C'est intelligent, complexe à exécuter mais intelligent. Il se pencha sur la table pour examiner les détails, se rapprochant suffisamment pour sentir à nouveau ce parfum subtil. Ici, tu vois, tu devrais renforcer la structure à cause du poids supplémentaire de l'eau stockée. Elle s'approcha pour voir où il pointait, leurs épaules se touchant brièvement. Tu as raison. Nous pouvons utiliser des poutres d'acier, apparentes, en faire également un élément esthétique. Il y avait quelque chose d'électrique dans ces moments de proximité professionnelle. François le percevait mais essayait de l'ignorer. C'était juste de l'admiration intellectuelle, se disait-il. Claire était jeune, brillante, la fille de son meilleur ami. Toute autre pensée serait inappropriée. Mais les pensées venaient quand même. Au cours des semaines suivantes, François se surprit à attendre anxieusement les réunions avec elle. Il commença à remarquer des détails qu'il n'aurait pas dû. Comment elle attachait ses cheveux quand elle se concentrait, comment ses yeux s'illuminaient quand elle découvrait une solution élégante à un problème complexe. Comment elle riait quand il faisait un commentaire humoristique. Claire semblait également plus attentive à sa présence. Elle arrivait plus tôt au bureau, restait plus tard, toujours avec une excuse professionnelle pour discuter. Pendant les discussions de projet, elle l'écoutait avec une attention qui allait au-delà de l'intérêt académique. « Tu es différent », commenta Marc lors d'un dîner chez François. « Plus vivant. » « C'est le travail », répondit François, évitant le sujet. Avoir Claire dans l'équipe a été stimulant. « Elle aussi apprécie beaucoup », dit Marc, observant attentivement son ami. « Elle parle de toi avec beaucoup d'enthousiasme, peut-être trop d'enthousiasme. » Il y avait quelque chose dans le ton de Marc qui alerta François, comme si l'ami pressentait une possibilité qu'il préférait ne pas considérer. « Elle est très talentueuse », dit François prudemment. « Elle a le potentiel pour aller loin dans la profession. » « Oui, » convint Marc. « J'espère juste qu'elle ne se laisse pas emporter par des fantaisies romantiques sur les mentors et ces choses-là. Tu sais comment sont les filles de cet âge. » L'observation fut faite de façon désinvolte, mais François ressentit une pointe de malaise. Marc l'avertissait de quelque chose indirectement. Cette nuit-là, François tenta de se convaincre que son ami était paranoïaque. Lui et Claire maintenaient une relation strictement professionnelle. Tout ce qui dépasserait cela serait une violation de confiance impardonnable. Mais la semaine suivante,
travaillant tard sur une proposition complexe pour un ensemble résidentiel. À Montreuil, la tension entre eux finit par éclater. C'était un jeudi pluvieux, typique de l'automne parisien. L'équipe était partie plus tôt, laissant seulement François et Claire au bureau. Ils avaient passé des heures à affiner les dessins d'un projet qui pourrait définir l'avenir du cabinet. Un développement résidentiel d'intérêt social qui combinait durabilité, beauté et viabilité économique. « Je crois qu'on y est. »« Arrivé » dit Claire, s'étirant sur sa chaise après avoir inséré les dernières modifications dans le projet. « C'est beau et fonctionnel. Ça va montrer que l'architecture sociale peut être aussi sophistiquée que n'importe quel projet de luxe. » François regarda les dessins sur l'écran de l'ordinateur et ressentit une satisfaction professionnelle qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. C'est vrai, nous avons réalisé quelque chose de spécial ici. La tempête dehors s'intensifia, des éclairs illuminant occasionnellement le ciel sombre de la ville. Le bureau, avec ses lumières douces et son ambiance accueillante, semblait un refuge contre la tempête. « Nous devrions célébrer », suggéra Claire, prenant une bouteille de vin que Marc avait laissée au bureau après une récente réunion. « Nous avons une bonne raison. » François hésita. Ils étaient seuls, tard le soir, avec une réussite professionnelle à célébrer et une tempête maintenant le monde extérieur distant. C'était une situation dangereusement intime. Peut-être devrions-nous... Nous devrions quoi, interrompit-elle, ouvrant déjà la bouteille. Fuir chaque fois que nous nous sentons connectés? Prétendre qu'il n'y a pas de chimie entre nous? Ces mots flottèrent dans l'air comme une confession interdite. François sentit son cœur s'accélérer. Claire. Non, dit-elle, servant 2 verres de vin. Ne fais pas ça. Ne me traite pas comme une enfant qui ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle s'approcha de lui, lui tendant l'un des verres. Ses yeux étaient déterminés, adultes, pleins d'une conviction qui le désarma complètement. « Tu le sens aussi ?» continua-t-elle, plus doucement. « Je sais que tu le sens. Je le vois dans tes yeux quand nous parlons, dans la façon dont tu m'écoutes, comme tu souris quand je parle de mes idées folles. » François accepta le verre, leurs mains se touchant brièvement dans le processus. Le contact électrique qui avait toujours existé entre eux était maintenant impossible à ignorer. « C'est trop compliqué, » murmura-t-il. « Tu es la fille de mon meilleur ami. Tu es jeune, brillante, tu as toute la vie devant toi. Je suis... tu. »« C'est quoi ?» le défia-t-elle. « Vieux? Inadéquat? Encore marié à une femme qui est partie ?» Sa voix s'adoucit. « François, tu es vivant. Et être vivant signifie avoir droit au bonheur à nouveau. » Un éclair particulièrement fort illumina le bureau, suivi d'un tonnerre assourdissant. La pluie battait violemment contre les fenêtres, créant une bande sonore dramatique pour le moment. « Ce n'est pas si simple, » dit François, mais sa résistance diminuait clairement. « Pourquoi pas ?» Claire fit un pas de plus. « 2 adultes qui s'admirent, se connectent intellectuellement, s'attirent physiquement. Pourquoi cela doit-il être compliqué ?» Elle était assez proche pour qu'il puisse voir les gouttes de pluie qui s'étaient accumulées dans ses cheveux quand elle était arrivée au bureau, pour remarquer comment ses yeux sombres reflétaient les lumières douces de l'environnement. « Ton père ? Mon père veut que je sois heureuse, interrompit-elle. Et il veut que tu sois heureuse aussi. Peut-être qu'il n'aimera pas l'idée au début, mais il nous connaît. Il sait qu'aucun de nous ne ferait quelque chose de léger ou d'irresponsable. » François savait qu'il perdait la bataille contre ses propres sentiments. Des semaines de tensions réprimées, de connexions intellectuelles et émotionnelles, d'une attraction qu'il essayait de nier mais qui devenait plus forte chaque jour. Claire, essaya-t-il encore une fois. Mais elle s'approcha encore plus, levant la main pour toucher légèrement son visage. « Arrête de lutter contre ça. Arrête de penser que tu ne mérites pas d'être heureux à nouveau. » Quand elle se pencha pour l'embrasser, François perdit complètement le contrôle de la situation. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si tous deux testaient encore la réalité du moment. Puis il s'approfondit, chargé de mois de tensions sexuelles réprimées et de connexions émotionnelles. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient, de façon irrégulière. François regarda dans ses yeux, cherchant un signe de regret, une indication qu'elle agissait par impulsion. Mais il ne trouva que de la détermination et de l'amour. C'était impossible à ne pas reconnaître. « Ça change tout, dit-il doucement. »« Je sais, répondit-elle,
et je ne le regrette pas. Dehors, la tempête continuait, mais à l'intérieur du bureau, sous la douce lumière des lampes et parmi les dessins, éparpillés sur la table, deux cœurs avaient finalement admis ce qu'ils ressentaient depuis des semaines. C'était le début de quelque chose de complexe, d'interdit, mais de trop authentique pour être nié. Dans les semaines qui suivirent, cette nuit de tempête, François et Claire développèrent une intimité silencieuse que seuls eux pouvaient apercevoir. Au bureau, ils maintenaient la même relation professionnelle qu'auparavant. Mais il y avait maintenant un courant souterrain de complicité qui se manifestait par des regards plus longs, des sourires qui duraient quelques secondes de plus, des mains qui se touchaient accidentellement en passant des documents. La première rencontre hors de l'environnement de travail eut lieu un vendredi, fin mars. François avait suggéré qu'ils discutent d'un nouveau projet dans un café du Marais, loin des regards curieux de l'équipe. Ils choisirent le Café Lab, un environnement accueillant dans la rue des Archives, avec des tables dispersées entre des étagères de livres et des plantes suspendues. « Je n'ai pas pu m'empêcher de penser au jeudi dernier », dit Claire, dès qu'ils s'assirent, sa voix basse mais ferme. Elle portait une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux sombres, et François dut faire un effort pour rester concentré sur la conversation. « Moi non plus », admit-il, remuant nerveusement sa tasse de café. « Mais je dois être honnête. Avec toi, c'est plus compliqué que nous pouvons l'imaginer. À cause de mon père, à cause de tout. La différence d'âge, la relation professionnelle, ce que les gens vont dire. » François soupira. « Et oui, principalement à cause de Marc. Il est comme un frère pour moi. Je ne peux pas le trahir comme ça. » Claire se pencha sur la table, ses yeux brûlants d'intensité. « Le trahir? François, nous ne parlons pas d'une aventure quelconque. Ce que je ressens pour toi est réel, profond, et je sais que tu ressens la même chose. » C'était vrai, et François ne pouvait le nier. Ces derniers jours, Claire avait occupé ses pensées de façon constante. Il se réveillait en pensant à elle, passait la journée à attendre les moments où il serait seul, au bureau, s'endormait avec son image à l'esprit. Il n'avait pas ressenti quelque chose comme ça depuis les premiers mois avec Élise. « Je le sens, oui, confessa-t-il. Et c'est exactement pour ça que je suis inquiet. Je ne peux pas être impulsif avec quelque chose d'aussi important. » L'OM 6. Café autour d'eux bouillonnait de l'agitation typique du Marais un vendredi après-midi. Jeunes professionnels discutant de projets créatifs, couples conversant intimement, étudiants penchés sur des livres et des ordinateurs portables. C'était le genre d'environnement où ils pouvaient passer inaperçus, juste un couple parmi tant d'autres. « Alors que proposes-tu » demanda Claire, sa voix portant une vulnérabilité qu'elle essayait de cacher. François réfléchit un moment, observant le mouvement de la rue à travers la vitrine. Que nous vivions cela un jour à la fois, sans hâte, sans pression. Apprenons à nous connaître mieux en dehors du travail, découvrons si nous avons vraiment quelque chose de spécial ensemble. Et mon père? Pour l'instant, nous restons discrets, jusqu'à ce que nous sachions exactement ce que nous ressentons et où cela peut mener. Claire acquiesça lentement. Ce n'était pas la réponse passionnée qu'elle espérait, mais elle reconnaissait la sagesse dans les paroles de François. Il naviguait en eaux inconnues et dangereuses. « D'accord, » accepta-t-elle, mais à une condition. « Laquelle ? Que tu arrêtes de te sentir coupable d'être vivant, d'avoir droit au bonheur à nouveau. Élise t'aimait, et qui aime vraiment souhaite le bonheur de l'autre personne, même après la mort. » Ces paroles touchèrent une blessure que François n'avait pas encore complètement guérie. La culpabilité du survivant, la sensation de trahir la mémoire d'Élise en s'intéressant à une autre femme. C'était un poids qu'il portait tous les jours. « C'est plus difficile qu'il n'y paraît », murmura-t-il. « Je sais », dit doucement Claire, tendant la main pour toucher la sienne sur la table. « Mais tu mérites d'être heureux, et elle aurait voulu que tu le sois. » Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement hors du bureau, toujours dans des lieux discrets, loin des cercles sociaux où Marc ou des connaissances communes pourraient les voir. Ils découvrirent le jardin du Luxembourg les matins de samedi, marchant sur les sentiers, tandis que Paris s'éveillait lentement. Le marché des enfants rouges, où ils goûtaient des fromages artisanaux et parlaient de voyages et de rêves entre les étals colorés. La librairie du quartier latin, se perdant entre les rayons d'architecture et de littérature, partageant leurs auteurs préférés et leurs découvertes. À chaque rencontre,
l'intimité entre eux s'approfondissait. Pas seulement physique, bien que les baisers devinssent plus fréquents et intenses, mais aussi émotionnels et intellectuels. François découvrit une Claire au-delà de l'architecte brillante, une femme qui avait affronté des défis en Europe, qui portait ses propres insécurités, qui rêvait d'un monde plus juste et durable. « Sais-tu pourquoi j'ai choisi l'architecture ?»« Durable ?» demanda-t-elle un après-midi ensoleillé d'avril, alors qu'il marchait dans le musée d'Orsay. « Quand j'avais 15 ans, j'ai visité un bidonville à Saint-Denis lors d'une action sociale de l'école. J'ai vu des familles entières vivant dans des conditions inhumaines, des enfants jouant au milieu des égouts à ciel ouvert. Je suis rentré chez moi ce jour-là, j'ai regardé notre propriété à Megève et je me suis sentie honteuse. » François s'arrêta de marcher pour mieux l'observer. Il y avait une intensité dans sa voix qui révélait d'anciennes cicatrices. C'est alors que j'ai décidé que je voulais utiliser l'architecture pour réduire les inégalités. Non pas pour construire des maisons pour les riches, mais pour dignifier la vie des personnes qui en ont le plus besoin. Et tes parents t'ont soutenu ? Mon père a mis du temps à comprendre. Il voulait que je suive un chemin plus sûr, que je travaille sur des projets commerciaux ou d'entreprise. Mais ma mère, elle m'a toujours encouragé à suivre mon cœur. Claire sourit mélancoliquement. Elle est morte quand j'étais en 2e année d'université. Cancer aussi. C'était la première fois qu'elle mentionnait sa mère, et François sentit une connexion encore plus profonde entre eux. Tous deux avaient perdu des personnes importantes. Tous deux connaissaient la douleur du deuil prématuré. « Je suis désolé, » dit-il, touchant doucement son bras. « Je ne savais pas. C'est pour cela que je comprends ta douleur pour Élise, » continua Claire. « Et c'est pour cela que je sais que l'amour ne finit pas avec la mort. Il se transforme, mais ne disparaît pas. Et quand nous trouvons quelqu'un de spécial à nouveau, nous ne trahissons pas ceux qui sont partis. Nous honorons la capacité d'aimer qu'ils nous ont enseignée. » Au bureau, la tension sexuelle entre eux devenait chaque jour plus difficile à dissimuler. Pendant les réunions de projet, François se surprenait à observer les mains délicates de Claire pendant qu'elle dessinait, ou la façon dont elle mordait légèrement sa lèvre inférieure quand elle se concentrait. Elle, de son côté, trouvait des excuses pour toucher son bras pendant les explications techniques, ou pour se pencher sur son bureau de façon à ce que ses cheveux frôlent l'épaule de François. L'équipe du bureau commença à remarquer. Rien d'évident, mais de petits commentaires ici et là. Claire est vraiment enthousiasmée par le projet résidentiel, commenta Sophie, l'architecte senior, pendant une pause café. Elle ne cesse de parler de tes conseils, François. C'est une stagiaire dévouée, répondit-il, essayant de paraître désinvolte. Très dévouée, acquiesça Sophie avec un sourire énigmatique. Elle arrive avant tout le monde, part après tout le monde, et a toujours une question à te poser. C'est durant l'une de ces sessions de questions qu'ils furent presque découverts pour la première fois. C'était un mardi soir, vers 8h. L'équipe était partie, mais François et Claire étaient restés travailler sur une proposition complexe pour un ensemble résidentiel à Montreuil. La proximité physique nécessaire pour analyser les plans ensemble avait naturellement évolué vers des caresses et des baisers. « Nous devons arrêter », murmura François contre ses lèvres, mais ses mains disaient le contraire, caressant les cheveux soyeux de Claire. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle en retour, ses doigts traçant le contour du visage de François. « Il n'y a personne ici. » C'est alors qu'ils entendirent le bruit de la clé dans la serrure du rez-de-chaussée. Marc était revenu au bureau pour chercher quelques documents qu'il avait oubliés plus tôt. « Mon Dieu !» chuchota Claire, s'éloignant rapidement et arrangeant ses cheveux. François courut aux toilettes pour se recomposer, tandis qu'elle feignait d'étudier intensément les plans étalés sur la table. « Salut, papa », dit-elle quand Marc monta au 2e étage. « C'est bien que tu sois venu. François me montrait une nouvelle technique de ventilation naturelle. » Marc regarda autour du bureau, notant la tension dans l'air mais ne parvenant pas à identifier exactement quoi. François émergea des toilettes avec le visage lavé et une expression qui tentait de paraître naturelle. « Marc, je ne t'attendais pas ici. J'ai oublié des documents, » expliqua Marc, observant les deux attentivement. « Vous travaillez tard. Le projet de Montreuil a un délai serré, dit François. Claire m'aide avec quelques solutions durables. » Pendant les minutes qui suivirent, tandis que Marc cherchait ses papiers, François et Claire maintinrent une conversation strictement professionnelle. Mais Marc les observait du coin de l'œil, et il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait
Le soupçon. Après son départ, ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Il a des soupçons, dit finalement Claire. Je ne sais pas, répondit François. Peut-être suis-je paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. Je connais mon père depuis 24 ans, il a soupçonné quelque chose. Dans les jours qui suivirent, Marc commença à apparaître au bureau plus fréquemment, toujours avec une excuse plausible. Vérifier l'avancement des projets, chercher des documents, apporter des commandes. Mais sa présence constante rendait impossible tout moment d'intimité entre François et Claire. « Nous devons être plus prudents », dit François, lors d'une de leurs rencontres au jardin du Luxembourg. C'était un matin de samedi nuageux, typique de l'automne parisien, et ils marchèrent sur les sentiers moins fréquentés. « Ou nous devons lui dire la vérité », suggéra Claire. « Pas encore », dit rapidement François. « Nous ne sommes pas prêts pour cela. » « Quand le serons-nous » « François, cela fait plus d'un mois que nous nous voyons. Nous ne sommes plus des adolescents qui expérimentent. Nous savons ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » C'était vrai. Ce qui avait commencé comme une attraction physique et une admiration professionnelle avait évolué vers quelque chose de plus profond. François se surprenait à penser à un futur avec Claire, l'imaginant non seulement comme partenaire romantique, mais comme compagne de vie et de travail. « Je t'aime », dit-elle soudainement s'arrêtant de marcher pour le regarder directement. « Je sais que c'est précipité, je sais que ça complique tout, mais je ne peux plus prétendre que c'est juste de la passion ou de l'admiration professionnelle. Je t'aime. » Les mots flottèrent dans l'air matinal comme une confession qui changeait tout. François regarda dans ses yeux et vit la vulnérabilité derrière le courage, la peur du rejet déguisée en détermination. « Je t'aime aussi, » répondit-il doucement. « Et c'est exactement pour cela que j'ai si peur. » « Peur de quoi ? De te blesser, de perdre mon meilleur ami, de tout gâcher. » Claire s'approcha de lui, posant les mains sur sa poitrine, sentant son cœur accélérer. « L'amour comporte toujours des risques, dit-elle. La question est de savoir si ça vaut la peine de prendre ces risques. » Ce fut à ce moment-là, au milieu d'un sentier entouré d'eucalyptus centenaires, qu'ils décidèrent d'assumer publiquement leur relation. Ils commenceraient par le dire à Marc, affronteraient les conséquences ensemble. Mais le destin avait d'autres plans. La semaine suivante, Marc décida de faire une visite surprise à la propriété de Megève, invitant François pour un week-end relaxant, comme au bon vieux temps, avait-il dit au téléphone. François accepta, sans imaginer que Claire y serait aussi. Elle était partie le vendredi pour travailler sur un projet personnel, utilisant la tranquillité de la maison du lac pour développer sa dissertation sur l'architecture durable dans Sarre, les communautés rurales. Quand François arriva le samedi après-midi, il la trouva sur la véranda, tapant avec concentration sur son ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il surpris. « Je pourrais te poser la même question » répondit-elle avec un sourire. « Papa ne m'a pas dit que tu viendrais. » Ils dînèrent tous les trois ensemble, maintenant l'apparence de normalité. Mais il y avait une tension, palpable dans l'air. Marc semblait observer chaque interaction entre eux, chaque regard, chaque mot. François et Claire s'efforcèrent d'agir naturellement, mais l'intimité qu'ils avaient à développer ces derniers mois était difficile à cacher, complètement. Après le dîner, Marc se retira dans son bureau, prétextant avoir quelques emails à répondre. François et Claire restèrent seuls dans le salon devant la cheminée allumée. « C'est un piège », chuchota Claire. « Il nous teste. » « Ne sois pas paranoïaque, » dit François, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. « Je ne suis pas paranoïaque. Tu n'as pas vu comment il nous a observés pendant le dîner. » La conversation fut interrompue par une pluie soudaine qui commença à tomber dehors. Le son des gouttes contre les fenêtres créa une atmosphère intime qui semblait conspirer contre eux. Sans penser aux conséquences, François s'approcha de Claire sur le canapé. « Même si c'est un piège, » murmura-t-il, « je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir pour toi. »« Moi non plus, » répondit-elle, lui permettant de l'attirer dans ses bras. Le baiser qui suivit fut chargé de semaines de tensions réprimées, d'amour confessé, mais pas encore totalement consommé. Perdus l'un dans l'autre, ils ne remarquèrent pas les pas de Marc descendant l'escalier en bois, n'entendirent pas la porte du bureau s'ouvrir. Ce fut le son de quelque chose tombant sur le sol qui les alerta. Marc avait laissé échapper les papiers qu'il portait, et maintenant il se tenait à l'entrée du salon, le visage pâle de choc et de déception.
Le silence qui suivit fut assourdissant. François et Claire se séparèrent rapidement, mais c'était trop tard. Marc avait vu suffisamment. « Papa !» commença Claire, mais il leva la main pour la faire taire. « Non, dit-il, la voix rauque d'émotion contenue. Ne dis rien maintenant. » Marc regarda François avec une expression qui mêlait douleur, déception et colère. « Toi, dit-il, pointant, un doigt tremblant. Toi dans ma maison avec ma fille. »« Marc, je peux expliquer, tenta François, se levant du canapé. »« Expliquer quoi ?» explosa Marc. « Comment tu as séduit ma fille? Comment tu as abusé de la confiance que j'ai placée en toi? Comment tu as transformé une relation professionnelle en ça? Ce n'était pas comme ça, intervint Claire, se levant aussi. Papa, tu ne comprends pas. Nous nous aimons. Le mot amour sembla enrager Marc encore plus. Amour? Répéta-t-il sarcastique. Claire, tu es une enfant. Tu as 24 ans, tu viens de terminer tes études. Et lui, il a 43 ans, il est veuf, c'est mon meilleur ami. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Je ne suis plus une enfant, cria Claire en retour, les larmes commençant à couler sur son visage. Et François ne m'a pas séduite ni abusée de quoi que ce soit. C'est nous deux qui avons choisi cela. Marc se tourna vers François, les yeux brûlants de déception. Et toi? Qu'as-tu à dire pour ta défense? François se sentit petit sous le regard accusateur de son ami. Toutes ses insécurités concernant la relation remontèrent d'un coup. La différence d'âge, la position de pouvoir, les implications éthiques. Peut-être que Marc avait raison. Peut-être qu'il avait inconsciemment profité de l'admiration d'une jeune femme vulnérable. Commença-t-il, mais hésita. L'hésitation fut fatale. Claire le regarda avec une incrédulité croissante, attendant qu'il défende leur relation, qu'il affirme leur amour, qu'il affronte son père. Mais François resta silencieux, divisé entre la loyauté envers son ami et ses sentiments pour la fille de celui-ci. « Tu doutes, dit-elle, la voix se brisant. Après tout ce dont nous avons parlé, tout ce que nous avons vécu, tu doutes si j'ai raison ou s'il a raison. » Ce n'est pas ça, tenta François, c'est que c'est compliqué. Compliqué, répéta Claire avec amertume. Ça a toujours été ton mot préféré quand il s'agissait d'assumer notre relation. Marc observait le déroulement de la scène avec une satisfaction sombre. L'hésitation de François confirmait toutes ses pires craintes sur la situation. « Tu vois, dit-il à sa fille, s'il était réel, s'il était sérieux, il n'hésiterait pas maintenant. » Claire regarda François une fois de plus, implorant silencieusement qu'il prenne position, qu'il se batte pour eux. Mais il resta paralysé, pris entre deux loyautés impossibles à concilier. « Voilà, dit-elle finalement, les larmes coulant, maintenant librement. « J'ai compris. » Elle se tourna vers son père. « Et toi aussi. Félicitations, papa. Tu as obtenu ce que tu voulais. » Elle sortit en courant du salon, montant l'escalier vers sa chambre. Quelques instants plus tard, ils entendirent la porte claquer violemment. François et Marc restèrent seuls devant la cheminée, le crépitement des flammes le seul son dans l'ambiance tendue. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda Marc, la voix basse mais chargée de chagrin. « 25 ans d'amitié et tu profites de ma fille. »« Ce n'était pas comme ça, » dit faiblement François. « Marc, tu dois me croire. Je ne ferai jamais rien pour te blesser, toi ou Claire. »« Mais tu l'as fait ?» répondit Marc. « Tu l'as fait au moment où tu as franchi la ligne entre mentor et quoi que ce soit. » François savait qu'il avait perdu. Perdu son ami, perdu Claire, perdu toute chance d'expliquer que leur amour était authentique, compliqué, mais réel. Le lendemain matin, quand il descendit pour le café, il ne trouva qu'un mot de Claire sur la table. « Je retourne à Paris. Je ne reviens plus au bureau, ne me cherchez pas. » Marc était sur la véranda, regardant le lac avec une tasse de café dans les mains. « Elle est partie, » dit-il sans se retourner. « Et je pense que tu devrais partir aussi. » François fit ses bagages en silence et conduisit de retour à Paris avec le cœur brisé. Il essaya d'appeler Claire plusieurs fois pendant la semaine, mais elle ne répondait pas. Il passa par son appartement dans le Marais, mais elle n'était pas là ou refusait d'ouvrir la porte. Au bureau, son absence était palpable. Son bureau resta vide, ses projets inachevés, ses idées durables soudainement sans voix. L'équipe posait des questions, discrètes sur son sort, mais François n'avait pas de réponse. Marc ne lui parlait pas. Les appels n'étaient pas
Répondu. Les emails restaient sans réponse. Une amitié de décennies avait été détruite en une seule nuit. François s'effondra émotionnellement. Il remettait en question chaque décision qu'il avait prise, chaque moment d'hésitation qui avait tout coûté. Pourquoi n'avait-il pas défendu Claire cette nuit-là? Pourquoi avait-il permis aux paroles de Marc de semer le doute dans son esprit? C'est alors que la proposition arriva. Un cabinet d'architecture à Lyon offrait un partenariat attrayant avec des projets axés sur la durabilité et le tourisme écologique. C'était une chance de recommencer loin de Paris, loin des souvenirs douloureux, loin de tout ce qu'il avait perdu. François regarda par la fenêtre de son bureau dans le Marais, observant le mouvement de la ville qui avait un jour été source d'inspiration. Maintenant, chaque coin gardait des souvenirs de moments heureux avec Claire. Chaque café cachait la possibilité de la rencontrer et de revivre la douleur de la séparation. Peut-être était-il temps de partir. Peut-être était-il temps d'accepter qu'il avait perdu non seulement un amour, mais aussi un ami, et que certains ponts brûlés ne peuvent jamais être reconstruits. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation à la maison du lac, et François avait l'impression de vivre dans une version déformée de sa propre vie. Le bureau continuait à fonctionner. Les projets suivaient leur calendrier, mais il y avait un vide palpable que même la routine ne parvenait pas à combler. Le bureau de Claire restait intact, ses dessins encore éparpillés comme elle les avait laissés, ses plantes commençant à se faner par manque de soins. Sophie, son architecte senior, avait discrètement assumé beaucoup des responsabilités que Claire avait laissées derrière elle, mais elle le faisait avec un regard inquiet que François essayait d'ignorer. Pendant une réunion d'équipe un jeudi pluvieux après-midi, elle aborda finalement le sujet que tous évitaient. « François, nous devons parler des projets de Claire », dit-elle après que les autres membres de l'équipe furent partis. Le projet résidentiel de Montreuil est à l'arrêt depuis des semaines. Le client réclame des nouvelles. François regarda le bureau vide où Claire avait l'habitude de s'asseoir, où ils avaient développé ensemble des solutions innovantes qui combinaient durabilité et viabilité économique. « Annule le projet », dit-il brusquement. « Annuler ?» Sophie ne cacha pas sa surprise. « François, c'est un contrat de 8 millions d'euros, et en plus, c'était son rêve. Logement social durable, tu te souviens? Tu ne peux pas simplement abandonner. »« Si, je le peux », répondit-il se levant et marchant vers la fenêtre. Dehors, Paris pulsait sous la pluie typique de l'automne, mais pour François, la ville avait perdu ses couleurs. Sans elle, ça n'a plus de sens de continuer. « Alors va la chercher », dit Sophie avec la franchise que seule une employée de confiance peut avoir avec son patron. Quoi qu'il se soit passé entre vous, résous-le, parce que tu es en train de détruire tout ce que tu as construit ces 10 dernières années. Cette nuit-là, seul dans son appartement à Neuilly-sur-Seine, François regarda la proposition de Lyon étalée sur la table à manger. Moreau & Associés, un cabinet réputé spécialisé dans l'architecture durable et les projets touristiques. Ils offraient un partenariat complet, une participation aux bénéfices et la chance de développer un nouveau concept d'hôtellerie écologique sur la côte méditerranéenne. C'était une fuite honorable, une façon de recommencer loin des souvenirs douloureux, loin de Marc, loin des souvenirs de Claire qui hantaient chaque coin de la ville. François prit un stylo et était sur le point de signer les documents quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. François, la voix était familière, mais il lui fallut quelques secondes pour l'identifier. C'est Hélène, la mère d'Élise. Le cœur de François s'accéléra. Hélène appelait rarement, et quand elle le faisait, c'était généralement pour des occasions spéciales ou des dates importantes. « Hélène, bonjour, comment vas-tu ? »« Je vais bien, mon cher, j'ai entendu une étrange rumeur et je voulais vérifier avec toi. On m'a dit que tu envisageais de déménager à Lyon. Est-ce vrai ?» François hésita. Comment Hélène l'avait-elle découvert? C'est une possibilité professionnelle. François Leblanc, dit-elle avec le ton maternel qu'elle utilisait quand Élise était encore en vie. Tu fuis quelque chose ou quelqu'un? La question directe le désarma complètement. Hélène avait toujours été perspicace, capable de voir à travers les masques que les gens portaient. C'est compliqué, Hélène. Ah, mon cher, à mes 70 ans, j'ai déjà appris que les choses les plus importantes de la vie sont toujours compliquées. Peux-tu me raconter? Et François raconta. Tout. La rencontre avec Claire, le développement graduel des sentiments, l'amour qui fleurit entre eux, la découverte par Marc,
la confrontation dévastatrice, son hésitation fatale qui détruisit tout. Hélène l'écouta en silence, murmurant occasionnellement « Je comprends » ou « Quand il eut terminé, elle resta quelques secondes sans parler. « François, dit-elle finalement, puis-je te poser une question difficile ?»« Bien sûr. Crois-tu vraiment que ma fille voudrait que tu vives le reste de ta vie seule, te punissant, pour avoir trouvé quelqu'un qui te rend heureux ?» La question frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. « Hélène, parce que j'ai connu Élise mieux que quiconque, et je sais qu'elle t'a aimé suffisamment pour souhaiter ton bonheur même après sa mort. » La voix d'Hélène s'adoucit. « Elle m'a parlé de cette jeune fille une fois, tu sais. »« Vraiment ?» ?»« Claire, lors d'un déjeuner de famille, il y a quelques années. Élise a dit qu'elle avait rencontré une jeune femme exceptionnelle, la fille d'un ami à toi, et qu'elle espérait qu'elle trouverait sa voie dans l'architecture. Elle a dit qu'elle voyait en elle une passion authentique pour aider les gens à travers le design. » François sentit ses yeux se remplir de larmes. « Elle a vraiment dit ça. » »« Oui. Et si elle était ici maintenant, sais-tu ce qu'elle dirait ?»« Quoi ?» ?»« Elle te dirait d'arrêter d'être lâche et de te battre pour ce que tu aimes. Elle dirait qu'hésiter par peur est la seule vraie trahison à sa mémoire. » Après avoir raccroché, François resta assis dans l'obscurité du salon, les paroles d'Hélène résonnant dans son esprit. Il avait passé des mois à se punir d'être vivant, d'avoir droit au bonheur à nouveau. Élise disait toujours que l'amour n'était pas une ressource limitée. Plus on en donnait, plus on en avait à donner. Le lendemain matin, François déchira, à la proposition de Lyon. Pendant ce temps, à Megève, Marc traversait son propre voyage de découverte de soi. Après le départ de Claire et François, il s'était réfugié dans la maison du lac, essayant de traiter la déception et le sentiment de trahison qui le consumaient. Pendant la journée, il se maintenait occupé avec des travaux d'entretien de la propriété. La nuit, il s'asseyait devant la cheminée avec un verre de whisky, ressassant les événements de cette nuit fatidique. Ce fut durant l'une de ces nuits solitaires qu'il décida d'organiser les affaires d'Isabelle, sa défunte épouse. Cela faisait 4 ans qu'elle était partie, victime d'un anévrisme cérébral soudain, et Marc n'avait jamais pu toucher à ses affaires personnelles. Son bureau restait intact, les livres organisés comme elle les aimait, ses bijoux gardés dans la boîte en bois qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Parmi ses affaires, il trouva une boîte à chaussures pleine de lettres et de notes. Des lettres d'amour qu'ils avaient échangées pendant leur relation, des notes affectueuses laissées dans la maison au fil des ans, des photographies de moments heureux. Marc prit une lettre au hasard, reconnaissant immédiatement l'écriture délicate d'Isabelle. « Mon amour, disait la lettre datée de 2 ans avant sa mort, aujourd'hui j'ai déjeuné avec Claire et j'ai été impressionné par la femme que notre fille est devenue. Elle m'a parlé de ses projets pour l'Europe, de son rêve d'utiliser l'architecture pour transformer la réalité des personnes moins favorisées. Je suis si fier d'elle. Et sais-tu ce qui m'émeut le plus? C'est de voir qu'elle a hérité de nous non seulement le privilège, mais aussi la responsabilité de faire une différence dans le monde. » Marc dut s'arrêter de lire un moment. La voix d'Isabelle semblait résonner du papier, ramenant des souvenirs de conversations sur leur fille, sur les rêves et les attentes qu'ils avaient placés en elle. Il continua à lire. « Parfois, je m'inquiète. Si nous sommes trop protecteurs avec elle. Je sais que toi en particulier, tu as du mal à accepter qu'elle n'est plus notre petite fille. Mais elle doit avoir la liberté de commettre ses propres erreurs, de faire ses propres choix, même de tomber amoureuse de qui elle veut. Notre rôle maintenant est de la soutenir, pas de la contrôler. » Les mots frappèrent Marc comme une révélation douloureuse. Isabelle avait toujours été la plus sage des deux, capable de voir des questions qui lui paraissaient floues. Il chercha d'autres lettres mentionnant Claire et en trouva plusieurs. Dans l'une d'elles, Isabelle écrivait à propos d'un dîner où Claire avait rencontré François et Élise. Claire a été fascinée par le travail de François. Elle a passé toute la soirée à poser des questions sur la durabilité et l'architecture. Social, il a été très gentil avec elle, a traité ses questions avec sérieux sans condescendance. Élise m'a commenté après qu'elle voyait rarement son mari aussi animé en discutant travail avec quelqu'un de si jeune. Une autre lettre, écrite des mois plus tard, « J'ai rencontré Claire à la librairie aujourd'hui et elle m'a montré un projet qu'elle développait, inspiré par une conversation qu'elle avait eue avec François.
C'est impressionnant comment certaines personnes arrivent à faire ressortir le meilleur en nous, n'est-ce pas? J'espère qu'ils resteront en contact. Ce serait bon pour les deux. Marc sentit le poids de la culpabilité grandir dans sa poitrine. Isabelle avait vu une connexion spéciale entre François et Claire, des années avant que toute romance ne fleurisse. Elle avait reconnu qu'ils se complétaient professionnellement et intellectuellement. La lettre la plus révélatrice fut écrite seulement 3 mois avant la mort d'Isabelle. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Claire, toute excitée, parce qu'elle a été acceptée au programme de master à Amsterdam. Elle a dit que l'inspiration finale pour écrire le projet est venue d'une conversation qu'elle a eue avec François sur l'architecture comme outil de justice sociale. Je suis ému de voir comment certaines personnes marquent notre vie de façon si positive. Si un jour elle trouvait quelqu'un qui l'inspire de cette façon, je serais complètement favorable, indépendamment de l'âge, de l'origine ou de toute autre convention sociale. Marc dut s'arrêter de lire. Les larmes coulaient sur son visage, tandis qu'il comprenait la dimension de son erreur. Isabelle n'aurait pas seulement approuvé la relation entre François et Claire. Elle l'avait pratiquement prévue et bénie des années auparavant. Il prit le téléphone et composa le numéro de François, mais raccrocha avant que l'appel ne soit établi. Il essaya à nouveau et raccrocha encore une fois. Comment s'excuser d'avoir détruit quelque chose que sa propre épouse avait vu comme positif? Comment expliquer que sa peur de perdre sa fille l'avait aveuglé quant à son bonheur? Le jour suivant, Marc conduisit jusqu'à Paris, déterminé à parler avec François. Mais quand il arriva au bureau dans le Marais, il ne trouva que Sophie qui rangeait des papiers. « Il n'est pas là ?» demanda Marc, essayant de cacher sa nervosité. « Il est parti plus tôt. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à résoudre, » répondit Sophie, l'observant avec curiosité. « Marc, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. » »« Que sait-il » Passé entre François et Claire, ils travaillaient si bien ensemble, développant des projets incroyables, et soudainement, rien. Elle a disparu. Il est devenu un fantôme. Marc soupira lourdement. « Je suis arrivé, Sophie, moi et mon besoin de tout contrôler. »« Ils sont tombés amoureux ?» demanda-t-elle directement. « Ils sont tombés amoureux, » confirma Marc, « et j'ai tout détruit parce que je n'ai pas pu l'accepter. » Pourquoi pas? La question simple exigeait une réponse complexe. Parce que j'ai peur de la perdre, parce qu'elle est tout ce qui me reste d'Isabelle, parce que... Marc hésita. Parce que je suis un père surprotecteur, déguisé en progressiste. Sophie sourit tristement. Tu sais où elle est? À la maison, enfermée dans sa chambre depuis 3 semaines, ne sortant que pour l'essentiel. Et tu sais où est François? Je n'en ai aucune idée. Mais Marc le découvrirait bientôt. François avait passé la journée à conduire sans destination sur les routes de la région parisienne, essayant d'organiser ses pensées et de trouver le courage de faire ce qu'il savait être nécessaire. La conversation avec Hélène avait été un réveil douloureux mais nécessaire. Il devait arrêter de fuir, arrêter de se cacher derrière la peur et la culpabilité. Quand le soleil commença à se coucher, François se retrouva à conduire instinctivement vers Megève. Il n'avait pas planifié, mais d'une certaine façon, il savait que c'était là qu'il trouverait les réponses, ou du moins l'opportunité de se battre pour elles. Il arriva à la propriété des Dubois quand la nuit était déjà complètement tombée. Les lumières de la maison principale étaient allumées et il pouvait voir la silhouette de Marc sur la véranda, apparemment attendant quelqu'un. « Je savais que tu viendrais », dit Marc quand François sortit de la voiture. « Nous devons parler », dit François montant les marches en bois. « Oui, nous devons, mais d'abord, je dois te demander pardon. » La phrase prit François par surprise. Il s'attendait à de la résistance, des arguments, peut-être même de l'hostilité. Il ne s'attendait pas à une demande de pardon. « Marc, laisse-moi parler d'abord, » interrompit Marc, faisant signe de s'asseoir dans les chaises de la véranda. « J'ai passé les dernières semaines à relire des lettres d'Isabelle, des lettres où elle parlait de Claire, de toi, de vous, de... » Marc raconta ses découvertes dans les lettres, comment Isabelle avait vu la connexion spéciale entre eux des années auparavant, comment elle aurait soutenu leur relation. « Elle me connaissait mieux que moi-même, » dit Marc, la voix brisée. « Elle savait que je serais surprotecteur, que j'aurais du mal à accepter que Claire a grandi, et elle a laissé ses lettres comme un guide pour m'aider à faire les bons choix.
François écouta en silence, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. Et Claire, comment va-t-elle? Dévastée, admit Marc. Pas seulement à cause de vous deux, mais aussi à cause de moi. Elle se sent trahie par moi. Et elle a raison. J'ai agi comme si elle était une enfant incapable de prendre des décisions sur sa propre vie. Elle n'est pas une enfant, dit, so doucement François. C'est une femme forte, intelligente, capable de choisir par elle-même. Je le sais maintenant. La question est, le sais-tu? La question prit François au dépourvu. Comment ça? Cette nuit-là, quand je vous ai confronté, tu as hésité. Tu n'as pas défendu votre relation, tu ne t'es pas battu pour elle. Pourquoi? François resta silencieux quelques instants, organisant ses pensées. Parce que tes paroles ont réveillé toutes mes peurs et insécurités. La différence d'âge, la position de pouvoir, la possibilité de profiter inconsciemment, tu as semé des doutes que je portais déjà. Et maintenant? As-tu encore ces doutes? Non, répondit François avec conviction. Maintenant je sais que ce que je ressens pour elle est réel, profond, respectueux, et je sais qu'elle est assez adulte pour savoir ce qu'elle veut. Marc acquiesça lentement. Alors, va lui parler. Elle est dans la maison en bas, dans la chambre qui a toujours été la sienne, en train d'attendre. D'attendre? Toi? Depuis 3 semaines. François se leva, le cœur battant la chamade. Elle savait que je viendrais? Elle espérait que tu viendrais. Tous les soirs, elle regarde par la fenêtre en direction de l'entrée de la propriété. Aujourd'hui, quand je t'ai vu arriver, elle est descendue en courant vers sa chambre. La maison en bas était une construction plus petite, plus intime, où Claire séjournait toujours quand elle visitait la propriété. François descendit le sentier de pierre qui y menait, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans la nuit silencieuse. Il vit de la lumière dans sa chambre et frappa doucement à la porte. « Claire ?» Il y eut un silence prolongé, avant que la porte ne s'ouvre lentement. Elle était là, cheveux détachés, portant une robe de chambre en coton sur une chemise de nuit blanche. Ses yeux étaient gonflés, comme si elle avait pleuré récemment, mais il y avait une étincelle d'espoir que François reconnut immédiatement. « Tu es venu ?» dit-elle doucement. « Je suis venu » répondit-il. « J'ai tardé, mais je suis venu. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. 3 semaines de séparation, de douleur, de regrets non dits planaient entre eux comme une barrière invisible. « Je peux entrer ?» demanda François. Claire s'écarta de la porte, lui permettant d'entrer. La chambre était comme toujours, simple et accueillante, avec des photographies de ses voyages éparpillées sur les murs et des livres d'architecture empilés sur la table d'études. « Claire, commença François, mais elle l'interrompit. « Pourquoi as-tu hésité cette nuit-là » demanda-t-elle directement. « Pourquoi ne m'as-tu pas défendu quand mon père nous a attaqués ?» François savait que cette question viendrait, et il s'était préparé à y répondre en toute honnêteté. « Parce que je suis un lâche, dit-il simplement. Parce que tes mots ont réveillé toutes les peurs que j'essayais d'ignorer. Peur d'avoir tort, peur de te blesser, peur de perdre l'amitié avec ton père. Et au moment où je devais être fort, j'ai été faible. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle, faisant écho à la même question que Marc avait posée. « Maintenant, je sais que tu es la chose la plus importante qui me soit arrivée depuis qu'Élise est partie. Je sais que je t'aime d'une façon qui m'effraie et me complète en même temps. Et je sais que si tu me donnes une seconde chance, je n'hésiterai plus jamais à défendre notre amour. » Claire s'assit au bord du lit, l'observant attentivement. « François, ces 3 semaines ont été un enfer. Pas seulement à cause de la séparation, mais parce que j'ai commencé à me demander si tu me connais vraiment. »« Comment ça ? » ?»« Tu m'as traité comme si j'étais une fille influençable, incapable de savoir ce qu'elle ressent. Comme si mon amour pour toi n'était qu'une passion adolescente ou de l'admiration pour le mentor. Je n'ai jamais pensé cela. Alors pourquoi as-tu hésité ? Pourquoi n'as-tu pas dit à mon père que je suis adulte, que je sais exactement ce que je veux, que j'ai choisi de t'aimer en connaissant toutes les complications ?» François s'approcha d'elle, s'agenouillant devant le lit pour être à la hauteur de ses yeux. « Parce que j'ai 43 ans et j'apprends encore à ne pas avoir peur du bonheur, dit-il. Parce que j'ai perdu une femme que j'aimais et j'ai développé une terreur de perdre une autre. Parce que... » Il hésita, puis continua. « Parce que tu es si incroyable que parfois, je n'arrive pas à croire que tu m'as choisi. » Claire tendit la main
et toucha doucement son visage. « François, je ne t'ai pas choisi par impulsion ou admiration professionnelle. Je t'ai choisi parce que tu me vois comme je suis vraiment, parce que tu respectes mes idées, valorises mon intelligence, soutiens mes rêves, parce que quand je suis avec toi, je me sens complète. Et je me sens vivant à nouveau, répondit-il, couvrant sa main avec la sienne. Claire, je t'aime, pas comme mentor, pas comme ami de ton père, mais comme un homme qui a trouvé en toi la partenaire qu'il ne savait pas qu'il lui fallait. Alors, arrête d'avoir peur, chuchota-t-elle. Arrête de chercher des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas réussir et commence à te battre pour que ça réussisse. C'est alors qu'il l'embrassa. Différent de ses baisers au bureau ou lors des rencontres secrètes, celui-ci fut un baiser de recommencement, de promesse, de deux cœurs qui s'étaient reperdus et finalement retrouvés. Quand ils se séparèrent, Claire appuya son front contre le sien. « La prochaine fois que quelqu'un remettra en question notre amour, dit-elle, tu me défendras. La prochaine fois que quelqu'un remettra en question notre amour, répondit François, je rappellerai à cette personne que l'amour véritable n'a pas besoin d'approbation externe. Même si c'est mon père, surtout si c'est ton père. Claire sourit, et François vit dans ce sourire tous les matins futurs où il aimerait se réveiller à ses côtés, tous les projets qu'ils aimeraient développer ensemble, tous les défis qu'ils affronteraient côte à côte. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous assumons notre relation publiquement, sans cachette, sans rencontre secrète. Nous voulons être ensemble, alors soyons ensemble pour de vrai. » Ce sera polémique, avertit Claire. La différence d'âge. La relation professionnelle que nous avons eue. Tant pis, dit François avec une détermination qui le surprit lui-même. Je ne vais plus vivre ma vie en fonction de ce que les autres vont penser. Le lendemain matin, les trois prirent le petit déjeuner ensemble sur la véranda de la maison principale. Marc observait l'interaction entre François et Claire avec un mélange de résignation et, il devait l'admettre, de satisfaction. Il y avait une harmonie entre eux qu'il était impossible de nier, une complémentarité qui allait bien au-delà de l'attraction physique. « Alors, vous avez décidé d'assumer votre relation ?» demanda Marc. « Nous avons décidé, » répondit Claire, tenant la main de François sur la table, « et nous espérons avoir ta bénédiction. » Marc soupira, regardant la photo d'Isabelle qu'il gardait toujours sur la table de la véranda. « Vous avez ma bénédiction, et mes excuses pour ce que j'ai fait. »« Merci, » dit François sincèrement. « Notre amitié signifie beaucoup pour moi. Marc, j'espère que nous pourrons la reconstruire. » « Nous la reconstruirons, convint Marc. Mais avec une différence. Maintenant, tu n'es pas seulement mon ami, tu es aussi, tu seras mon gendre. » Le mot « gendre » fit François déglutir, mais Claire rit joyeusement. « Pas encore, papa, pas encore. » Mais au fond du cœur, tous, les trois savaient que ce n'était qu'une question de temps. Le retour de Claire au bureau fut triomphal mais discret. C'était un lundi ensoleillé de mai quand elle monta les 3 étages de l'immeuble dans le Marais, portant un dossier plein, de nouveaux projets développés pendant ces semaines d'isolement. L'équipe l'accueillit avec des sourires sincères et des questions prudentes sur son absence. « Je développais quelques propositions personnelles », expliqua-t-elle pendant la réunion matinale. Des projets qui combinent logement social, durabilité et viabilité économique. François l'observait parler avec une admiration renouvelée. Les semaines de séparation avaient mûri quelque chose en elle. Il y avait une assurance, une autorité dans sa voix qui n'existait pas avant. La douleur les avait transformés, individuellement et en tant que couple. « Quel genre de projet ?» demanda Sophie, véritablement intéressée. « Des logements modulaires. Pour les communautés rurales, » répondit Claire, étalant des dessins sur la table de réunion. « Des systèmes de construction qui peuvent être facilement répliqués, utilisant des matériaux locaux et des techniques que les communautés elles-mêmes peuvent apprendre et mettre en œuvre. » C'était exactement le type d'idée qui manquait. Au marché français, François sentit la fierté grandir dans sa poitrine, non seulement comme homme amoureux, mais comme professionnel qui reconnaissait le génie quand il le voyait. Dans les jours qui suivirent, ils travaillèrent ensemble avec une intensité renouvelée. La complicité professionnelle était maintenant potentialisée par la complicité émotionnelle. Ils se complétèrent de façon presque télépathique, François fournissant l'expérience technique et commerciale, Claire apportant innovation et but social.
Le projet résidentiel de Montreuil, qui avait été abandonné pendant la crise, fut repris avec toute sa force. Claire reformula complètement les plans originaux, créant un concept révolutionnaire qui transformait le logement social en architecture durable, de haute qualité. François contribua avec des solutions structurelles qui rendirent le projet économiquement viable. « C'est impressionnant », commenta Sophie pendant une présentation interne. « Vous avez réussi à créer quelque chose qui va changer la façon dont le marché voit le logement populaire. » Ce fut durant cette euphorie professionnelle que François prit une décision qui changerait leur vie pour toujours. C'était un vendredi soir fin mai, et ils étaient restés seuls au bureau pour finaliser la présentation qui serait faite le lundi aux investisseurs du projet de Montreuil. Le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel d'orange et de rose à travers les grandes fenêtres du dernier étage. « Claire » dit soudainement François, lâchant les papiers qu'il tenait. « Oui ?»« Épouse-moi. » La question sortit sans planification, impulsive, chargée de toute la certitude qu'il avait accumulée ces dernières semaines. Claire le regarda comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Qu'as-tu dit ?» François s'approcha d'elle, prenant ses mains. « Épouse-moi. Je ne veux plus vivre un seul jour en prétendant que tu n'es pas la personne la plus importante de ma vie. » François. Claire sentait les larmes commencer à se former dans ses yeux. « Je sais que c'est précipité, » continua-t-il rapidement. « Je sais que nous sommes encore en train de nous connaître en tant que couple. Je sais qu'il y aura des gens qui critiqueront, qui diront que c'est de la folie. Mais je sais aussi que je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un à nouveau. » Claire resta silencieuse quelques secondes, traitant la proposition. Puis un sourire radieux se répandit sur son visage. « Oui, » dit-elle, jetant ses bras autour du cou de François. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Le baiser qui suivit fut différent de tous les autres. Ce fut un baiser d'engagement, d'avenir, de deux personnes décidant de construire une vie ensemble contre toutes les probabilités. Mais ils n'imaginaient pas que cette décision les placerait au centre d'une tempête médiatique qui testerait leur union de façon qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. La nouvelle des fiançailles fut divulguée 3 semaines plus tard par une source qu'ils ne purent jamais identifier. Le premier article apparut dans un blog d'architecture spécialisé. Architecte renommé se fiance avec son ancienne stagiaire de 19 ans, sa cadette. À partir de là, l'histoire prit vie propre. Mentor et pupille. Quand la relation professionnelle franchit les limites éthiques, annonçait la manchette d'un magazine à potins. Les fiançailles polémiques qui divisent le monde de l'architecture, disait une autre publication. Les réseaux sociaux explosèrent. Des hashtags comme #AMentorGate et #eArchitecture éthique devinrent des sujets tendance sur Twitter français. Les commentaires étaient divisés. Certains défendèrent le droit de 2 adultes à vivre leur amour, d'autres questionnaient l'éthique de la situation. Il a profité de sa position de pouvoir, écrivait une utilisatrice. Elle était sa stagiaire, c'est du harcèlement déguisé. Vous êtes fou, répondait une autre. Elle a 24 ans, elle est diplômée, ce n'est pas une enfant. Si elle a choisi d'entretenir une relation avec lui, c'est son droit. François assistait au cirque médiatique avec un mélange d'horreur et de fascination. Sa vie privée était devenue un divertissement public. Des photographes apparurent à la porte de son immeuble à Neuilly-sur-Seine. Des reporters tentaient de s'infiltrer dans le bureau. Des clients commencèrent à annuler des réunions. « Peut-être devrions-nous reporter les fiançailles temporairement », suggéra-t-il lors d'un dîner chez Marc qui les soutenait maintenant complètement. « N'y pense même pas », dit Claire fermement. « Nous ne laisserons pas des commérages et des moralistes déterminer notre vie. » « Mais les répercussions affectent le bureau, » argumenta François. « Sophie m'a dit que 3 clients ont annulé leur contrat aujourd'hui. »« Et alors ?» rétorqua. « Claire, tu vas renoncer au bonheur à cause de clients aux préjugés ?» Marc, qui avait observé la discussion en silence, se prononça finalement. « Elle a raison, François. Si vous cédez maintenant, vous passerez le reste de votre vie à fuir le jugement des autres. » Mais comment gérer cela? La presse invente des histoires absurdes. Ce fut Claire qui eut l'idée. « Contrôlons notre propre récit », dit-elle, les yeux brillants de détermination. « Au lieu de réagir aux mensonges, racontons notre version de l'histoire. » Comment? Une interview, longue, détaillée, honnête, avec quelqu'un de sérieux, respecté.
Montrons qui nous sommes vraiment, comment notre relation s'est développée, pourquoi nous avons décidé d'être ensemble. » François hésita. L'exposition publique n'avait jamais été son fort. Il préférait laisser son travail parler de lui-même. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« C'est la seule idée, » interrompit Claire. « François, nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours. Si nous allons construire une vie, ensemble ce doit être une vie que nous pouvons vivre ouvertement. » Ils choisirent Anne-Sophie Lapix pour l'interview, journaliste respectée, connue pour mener des conversations profondes et respectueuses, même sur des sujets controversés. L'enregistrement fut fixé pour un jeudi après-midi, dans les studios de la chaîne à Paris. La veille de l'interview, François put à peine dormir. Il répéta des questions possibles, imagina des scénarios compliqués, anticipa des critiques. Claire, au contraire, semblait tranquille. « Pourquoi n'es-tu pas nerveuse ?» demanda-t-il pendant le petit déjeuner. « Parce que nous allons dire la vérité, » répondit-elle simplement. Et la vérité a sa propre force. L'interview dura 2 heures. Anne-Sophie Lapix mena la conversation avec maestria, leur permettant de raconter leur histoire de façon chronologique et honnête. François parla du deuil, de comment Claire avait été instrumentale dans sa récupération émotionnelle. Claire expliqua comment l'intérêt professionnel avait naturellement évolué vers l'amour, comment François l'avait toujours traité avec respect et comment elle avait été l'initiatrice de nombreux moments romantiques entre eux. « Les gens disent qu'il y a une question de pouvoir là, » commenta Anne-Sophie, « qu'il était votre patron, qu'il avait une influence sur votre carrière. »« François n'a jamais utilisé aucun type de pouvoir sur moi, » répondit Claire avec conviction. « Au contraire, il m'a toujours encouragée à être indépendante, à développer mes propres idées. Le stage que j'ai fait avec lui a été l'une des expériences les plus émancipatrices de ma vie professionnelle. » « Et la différence d'âge ? Vous ne pensez pas que c'est un obstacle ? » « La différence d'âge n'est qu'un chiffre quand il y a maturité émotionnelle des deux côtés, » répondit François. Claire a une sagesse et une détermination que beaucoup de personnes ne développent pas même à 40 ans. Et elle m'a apporté une vitalité que je croyais avoir perdue pour toujours. La question la plus difficile vint presque à la fin. « François, vous ne sentez pas que d'une certaine façon vous trahissez la mémoire de votre défunte épouse ?» François respira profondément avant de répondre. « Élise m'a appris ce que c'est qu'aimer véritablement. Et qui aime véritablement souhaite le bonheur de l'autre personne, même après la mort. Je suis certain qu'elle approuverait mon bonheur avec Claire. En fait, ajouta Claire, la mère d'Élise nous a donné sa bénédiction personnellement. » Quand l'interview fut diffusée la semaine suivante, la réaction du public fut immédiate et surprenante. Ce qui avait commencé comme un scandale se transforma en une histoire d'amour qui émut des millions de Français. La vidéo devint virale sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues et des commentaires majoritairement positifs. « Que c'est beau !» écrivait une utilisatrice. « L'amour véritable n'a ni âge ni convention sociale. »« J'ai été ému par leur sincérité », commentait une autre. « On peut voir dans leurs yeux que c'est de l'amour réel. » Des marques commencèrent à s'approcher avec des propositions de collaboration. Des revues d'architecture demandèrent des interviews exclusives. Des universités les invitèrent pour des conférences sur la durabilité et l'innovation sociale. Mais toute la répercussion ne fut pas « positive ». Paul Mercier, ancien associé de François qui avait été écarté du cabinet 3 ans auparavant pour des divergences éthiques, regarda l'interview avec une indignation croissante. Il avait tenté de poursuivre François à l'époque de la séparation, alléguant une distribution injuste des bénéfices, mais perdit l'action en justice. Maintenant, il voyait une opportunité de vengeance. Le lundi suivant l'interview, Paul déposa une plainte formelle auprès de l'Ordre des architectes de Paris, alléguant une conduite inappropriée de François pendant la période où Claire était stagiaire. La plainte mentionnait un conflit d'intérêts, un abus de position hiérarchique et un comportement inapproprié dans l'environnement professionnel. « C'est de la persécution », dit Claire quand ils apprirent la plainte. « Il essaie de détruire ta carrière par vengeance personnelle. » « Peut-être, convint François, mais la plainte existe et va suivre son cours. L'ordre va enquêter, va appeler des témoins, va réviser toute notre relation professionnelle. » Il était dans le bureau de Marc, qui était devenu leur principal conseiller depuis la réconciliation. L'avocat de la famille Dubois était également présent, analysant les documents de la plainte.
Le problème, expliqua l'avocat, c'est que techniquement, il existe un conflit d'intérêts. François était le superviseur direct de Claire pendant le stage. Même si la relation a été consensuelle et respectueuse, l'ordre peut l'interpréter comme une violation des normes professionnelles. Quelles sont les conséquences possibles? Demanda Claire. Dans le pire des cas, suspension temporaire de la licence professionnelle, avertissement formel, amende. François sentit le sol disparaître sous ses pieds. Travailler avait été son salut après la mort d'Élise. C'était à travers l'architecture qu'il s'exprimait, qu'il trouvait un but. La possibilité de perdre, cela était terrifiante. Peut-être devrions-nous annuler le mariage, murmura-t-il, jusqu'à ce que cela soit résolu. Quoi? Claire le regarda avec incrédulité. François, tu entends ce que tu dis? C'est que, si nous annulons temporairement, cela pourrait diminuer la pression sur le cas. Peut-être que l'ordre verra que je n'essaie pas de profiter de la situation. Arrête, dit Claire fermement. Arrête ça tout de suite. Elle se leva de la chaise et commença à marcher dans le bureau visiblement agitée. Nous avons déjà traversé ça, continua-t-elle. Tu as déjà hésité une fois, tu as déjà douté de notre amour quand la pression s'est intensifiée. Tu as promis que tu ne le ferais plus jamais. Je ne doute pas de notre amour, dit François. J'essaie de te protéger. Me protéger de quoi? Explosa Claire. D'être heureuse, d'être traitée comme une adulte capable de prendre ses propres décisions. François, je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin d'un partenaire qui lutte à mes côtés, pas de quelqu'un qui me traite comme une victime à épargner. Marc. Et l'avocat observèrent la discussion en silence, reconnaissant que c'était un moment décisif pour le couple. Claire a raison, dit finalement Marc. Annuler le mariage maintenant serait admettre une culpabilité. Ce serait donner raison au accusateur. Exactement, approuva l'avocat. La meilleure défense est de maintenir la normalité, de démontrer que vous êtes un couple sérieux, engagé, qui n'a rien à cacher. François regarda Claire, voyant la détermination dans ses yeux. Elle était prête à affronter n'importe c'est. Quelle tempête à ses côtés, mais elle avait besoin de savoir qu'il ferait de même pour elle. D'accord, dit-il finalement. Nous maintenons les plans. Nous nous marions comme prévu. Tu es sûr? Demanda Claire, cherchant des signes d'hésitation. Je suis sûr, répondit François avec une conviction qui le surprit lui-même. Je suis fatigué de laisser la peur. Prendre mes décisions. Je veux t'épouser parce que je t'aime, parce que nous sommes partenaires, parce qu'ensemble nous sommes meilleurs que séparés. Le mariage fut fixé pour un samedi d'août, au domaine Lefebvre, une propriété familiale, à Beaune, en Bourgogne. C'était un lieu discret mais élégant, avec des vignobles qui s'étendaient à perte de vue et une chapelle intime construite en pierre et en bois. Dans les semaines qui précédèrent la cérémonie, l'affaire au Conseil d'éthique prit des proportions plus grandes que prévues. Paul Mercier avait obtenu le soutien d'autres professionnels qui questionnaient publiquement les limites éthiques dans la relation mentor-élève. Des articles critiques apparaissaient régulièrement dans la presse spécialisée. « Est-ce que nous faisons la bonne chose ?» demanda François une nuit d'insomnie, couché à côté de Claire dans son appartement. « Nous faisons la seule chose possible, » répondit-elle, se tournant pour le regarder dans l'obscurité. « Nous sommes authentiques, honnêtes, fidèles à nous-mêmes. Tout le reste est du bruit. Et si je perds ma licence professionnelle? Alors nous recommencerons à zéro, ensemble. François, tu m'as déjà prouvé que tu es plus qu'un architecte accompli. Tu es un homme intègre, un partenaire loyal, quelqu'un qui vaut la peine d'aimer. » La veille du mariage apporta une surprise. Inattendue. Hélène, mère d'Élise, apparut au domaine accompagnée de Robert, père d'Élise. Ils avaient voyagé de Normandie spécifiquement pour la cérémonie. « Nous ne pouvions pas ne pas être ici », expliqua Hélène quand François les rencontra à la réception. « Élise aurait été furieuse si elle avait su que nous avions manqué ton mariage. »« Vous n'aviez pas besoin de venir, » dit François ému. « Je sais que ça doit être difficile. »« Difficile serait de te voir malheureux pour toujours, » interrompit Robert. « Nous avons déjà perdu notre fille. Nous ne voulons pas te perdre aussi. » La présence des parents d'Élise représentait plus qu'un soutien moral. C'était une bénédiction symbolique, un signe que l'amour passé et l'amour présent pouvaient coexister harmonieusement. Le matin du mariage, tandis que François se préparait dans l'une des suites du domaine, il reçut un appel inattendu. C'était le président du Conseil d'éthique,
l'informant que la procédure avait été classée sans suite par manque de preuves consistantes. L'enquête a conclu qu'il n'y a pas eu violation des normes professionnelles, expliqua le responsable. La plainte a été considérée comme non fondée et motivée par des questions personnelles du plaignant. François raccrocha le téléphone d'une main tremblante. C'était comme si le dernier obstacle à son bonheur complet avait été retiré quelques heures avant le moment le plus important de sa vie. La cérémonie commença en fin d'après-midi, quand le soleil doré d'août créait un éclairage parfait sur les vignobles. Claire descendit l'allée improvisée entre les rangées de vignes, portant une robe simple mais élégante, conçue par une styliste française qui travaillait dans la durabilité. Le tissu en coton biologique flottait naturellement dans la brise, légère de la Côte d'Or. François l'attendait devant la chapelle, vêtu d'un costume en lin écru que Claire avait personnellement choisi. Quand leurs yeux se rencontrèrent, tous deux sourirent avec la tranquillité de ceux qui avaient affronté toutes les tempêtes et en sortaient plus forts. La cérémonie fut intime, avec seulement 40 invités. Étaient présentes uniquement les personnes qui comptaient vraiment, la famille proche, les vrais amis, les collègues qui les soutenaient inconditionnellement. Sophie fut le témoin de François, tandis qu'une amie d'université de Claire fut sa demoiselle d'honneur. « Claire, dit François pendant les vœux qu'ils avaient écrits ensemble, tu m'as appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire ce qui est juste malgré la peur. Je promets que je n'hésiterai plus jamais à défendre notre amour, à soutenir tes rêves, à être le partenaire que tu mérites. » François, répondit Claire, la voix légèrement brisée. Tu m'as appris que l'amour véritable n'a pas de date d'expiration ni d'âge correct pour se produire. Je promets que nous affronterons ensemble tous les défis, construirons ensemble tous les rêves, et ne laisserons jamais les opinions externes déterminer notre bonheur. Quand le célébrant les déclara mari et femme, les applaudissements, les invités se mêlèrent au son du vent entre les vignes. François et Claire s'embrassèrent sous le ciel qui commençait à se teinter de rose et d'orange, officialisant non seulement une union légale, mais un engagement à affronter le monde ensemble. Marc fit un discours pendant la fête, les yeux humides. « Quand Isabelle est morte, dit-il, j'ai pensé que je ne verrais plus jamais ma fille complètement heureuse. Aujourd'hui, en vous regardant tous les deux, je sais qu'elle est exactement où elle doit être, avec qui elle doit être. » Hélène parla aussi, représentant la famille d'Élise. L'amour n'est pas une ressource qui s'épuise quand quelqu'un part, c'est une capacité qui se multiplie. François, Élise t'a aimé suffisamment pour que tu puisses aimer à nouveau, et je sais qu'elle est heureuse de te voir heureux. La fête se prolongea dans la nuit, avec de la musique live d'un groupe de jazz et chansons françaises qui jouaient des succès nationaux. François et Claire dansèrent leur première danse en tant que couple marié au son de La vie en rose d'Édith Piaf, tandis que les invités regardaient, émus. 6 mois plus tard, leur vie avait trouvé un nouvel équilibre. Le cabinet non seulement s'était remis de la crise médiatique, mais prospérait. Le projet résidentiel de Montreuil avait été un succès retentissant, remportant des prix nationaux d'architecture durable. D'autres municipalités commencèrent à chercher François et Claire pour répliquer le modèle. « Vous avez créé quelque chose de révolutionnaire », dit le maire de Nanterre lors d'une réunion pour discuter d'un nouveau projet. Un concept qui prouve que le logement social peut être beau, durable et économiquement viable. Claire était devenue une référence nationale en architecture durable, étant invitée à des conférences dans des universités de tout le pays. François, quant à lui, avait redécouvert sa passion originelle pour l'architecture, comme outil de transformation sociale. Il travaillait maintenant comme associé à part entière, le cabinet ayant été rebaptisé Leblanc & Leblanc Architecture. Durable. L'ironie du nom ne leur échappait pas. « Je n'aurais jamais pensé partager mon nom professionnellement avec mon épouse », commenta François un matin, observant la nouvelle plaque à l'entrée de l'immeuble. « Et je n'aurais jamais pensé trouver un partenaire qui comprendrait tant mes rêves professionnels que personnels », répondit Claire, l'embrassant doucement. Leur dernier vendredi au bureau avant les vacances de fin d'année fut consacré à la planification de 2026. Ils avaient des propositions pour développer des projets dans 5 régions différentes, toutes orientées vers le logement durable et l'architecture sociale. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus ?» dit François,
organisant les chronogrammes pour l'année suivante. Quoi? Comment notre histoire a fini par être exactement ce que nous avions besoin de vivre? Les obstacles, les critiques, même la séparation temporaire, tout a contribué à rendre notre relation plus forte. Claire sourit, posant sa main sur la sienne. C'est parce que nous avons décidé que notre amour valait n'importe quelle lutte. Et il vaut la peine? Demanda-t-il, taquin. Il vaut la peine, répondit-elle sans hésiter. Tous les jours, toutes les difficultés, toutes les critiques. Il vaut la peine parce que nous sommes meilleurs ensemble que nous ne l'avons jamais été séparés. Ce soir-là, dînant chez Marc, qui maintenant leur rendait visite régulièrement et était devenu le beau-père le plus fier du monde, ils reçurent une invitation spéciale. L'Ordre des architectes de France voulait les honorer comme couple de l'année en architecture sociale. Vous êtes devenu un symbole, expliqua Marc, montrant l'invitation officielle. Un exemple de comment il est possible d'unir amour, travail et but social. C'est drôle, commenta Claire. Il y a 1 an, nous étions un scandale. Aujourd'hui, nous sommes un exemple. Les gens avaient besoin de temps pour comprendre notre histoire, dit François, pour voir qu'il ne s'agissait pas de pouvoir ou d'exploitation, mais de 2 personnes qui se sont rencontrées au bon moment de leur vie, même si c'était le mauvais moment pour tout le monde, ajouta Claire avec un sourire. Plus tard, marchant sur la propriété sous un ciel étoilé typique des Alpes, François et Claire parlèrent de l'avenir. Ils voulèrent des enfants. Ils voulaient étendre leur travail à d'autres pays européens. Ils voulaient continuer à prouver que l'amour véritable peut fleurir dans les circonstances les plus improbables. Parfois j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai, confessa François. Ce n'est pas trop beau, répondit Claire, s'arrêtant pour le regarder sous la lumière des étoiles. C'est exactement ce que nous méritons après tout ce que nous avons affronté pour arriver jusqu'ici. Ils s'embrassèrent, là au même endroit où ils s'étaient retrouvés des mois auparavant, où ils avaient décidé de se battre pour leur amour contre toutes les probabilités. C'était un baiser de gratitude, de promesse, de 2 personnes qui avaient appris que l'amour véritable n'est pas celui qui trouve un chemin facile, mais celui qui construit son propre chemin à travers les difficultés. Dans le silence de la nuit, n'entendant que le son doux du vent entre les arbres et l'écho lointain de l'eau du lac, François et Claire savaient qu'ils avaient vaincu. Non seulement les préjugés externes, non seulement les barrières sociales, mais principalement leur propre peur et insécurité. Leur amour avait commencé interdit, grandi en secret, survécu à l'exposition publique et émergeait maintenant comme une force transformatrice, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur travail et dans leur impact sur la société française. C'était la fin qu'aucun d'eux n'avait imaginée quand ils s'étaient embrassés pour la première fois pendant cet orage au bureau, mais c'était exactement la fin qu'ils méritaient. Un nouveau commencement, construit sur des bases solides de respect mutuel, passion partagée et courage d'aimer sans peur du jugement d'autrui.